Et bonsoir à tous. Merci, bonsoir les factieux de me rejoindre pour votre émission de politique préférée, la morale politique. On parle de politique, on parle pas de morale, on parle pas de tout ce qui peut, comment dire, être plus selon la sensibilité de certains. Et on va essayer d'être factuel. Alors, au sommaire de cette petite émission, petite, ça va être un peu long quand même. On va parler des JO. On en avait déjà parlé un peu avant, mais il y a des nouveaux éléments qui donnent bien envie. On va parler de Macron, tout court. On va parler de nouveau des Intervillus Bull, comme d'habitude. Ça ne change pas, c'est toujours présent. Autre chose qui est là, la mise à niveau des forces, des rapports de force. On en parle aussi, surtout que ça va faire écho à ce qu'on avait déjà vu avant. On va parler un peu de certains ministres, notamment en particulier, mais vous allez adorer. L'Assemblée nationale, toujours aussi mafieux, et quelques petites infos diverses qui pourraient vous faire plaisir. Kaname. Et voilà. Bon, maintenant que le sommaire est fait, vous faites un truc très simple, c'est que vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Il y a un décalage de son? Oh. Eh ben, je vais essayer de pas parler trop vite. Ah ouais, il y a un mini décalage, mais je pense que ça vient de chez moi, ouais. On va essayer de limiter le problème au maximum. Alors, première partie, ça va être les JO. Voilà, parce qu'on avait parlé des logements étudiants vidés pour accueillir les JO. Il y a des familles qui vont être expulsées d'hôtels sociaux qui veulent miser sur le tourisme. On a vu le prix des billets complètement... à une seconde de décalage. Peut-être qu'on redémarrera le truc derrière. Mais on avait vu le prix des billets complètement hallucinant pour la cérémonie d'ouverture notamment. 2 700 €, je rappelle, le prix du billet pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et on découvre aussi que en fait, le gouvernement a décidé de virer les SDF qui sont dans Paris à l'approche des Jeux Olympiques. Ils vont les virer en province. Et, euh, et comment dire? On peut se dire que c'est n'importe quoi déjà de faire ça. Il y a un autre petit détail croustillant derrière. Donc voilà, pour dire que c'est pas moi qui invente une information, hein, le gouvernement souhaite inciter les sans-abri à quitter la région parisienne avant les Jeux Olympiques de 2024. Les sas d'accueil temporaire ont été créés dans quasiment toutes les régions, relate l'Obs. Et oui, parce que en plus de les envoyer un peu n'importe où, dans des hôtels ou autres, et ben en fait, accueil de sans-abri près de Rennes, le terrain visé est pollué selon le maire. Voilà, donc en fait, on met les SDF sur des terrains pollués. C'est c'est pas mal du tout, hein. C'est vous avez bien votre seau à vomi, vous êtes sûr, hein. Il y a aussi que des personnes qui étaient à la rue, qui étaient logées dans des logements spécialement pour les gens à la rue, eh ben, vont être eux-mêmes expulsés vers d'autres villes pour libérer de la place pour les SDF parisiens. Oui, oui. Et donc, résultat, des gens qui n'avaient, enfin, ça veut dire des gamins qui vont être obligés de partir de. Donc là, j'ai pas pu vous trouver l'info avant, mais un hôtel qui hébergeait des familles à la rue près de Rennes a été évacué par la police pour faire place à des sans-abri de Paris avant les Jeux Olympiques. Une enfant scolarisée a dû quitter son collège pour partir avec sa famille. Voilà, elle part de Rennes à Brest. Tout dans la logique, hein. Tout dans la logique, les familles, vous déplacez le problème. Les SDF sont tous interchangeables et n'ont pas de vie. Ou les personnes qui se sont retrouvées à la rue, il n'y a pas que. Enfin,
Bref, le saut à vomi, obligatoire pour cette fois-ci. Ensuite, on va parler de Manu Lambrouille, notre cher Macron, qui alerte contre une décivilisation de la société. Ouais, il nous a fait un petit truc en Conseil des ministres, il s'inquiète de la violence, de l'explosion de la violence en termes général. Décivilisation, le concept est fort. Il vise à marquer les esprits et n'a pas manqué de faire parler. C'est celui qui a choisi de poser Emmanuel Macron sur le climat du moment lors du Conseil des ministres ce mercredi. Dans son propos introductif, le président s'est attardé sur les agressions et menaces envers les élus et sur le climat de violence en général de ces derniers jours. Et donc, nous avons enfin le président qui parle de violence. Ouais, ça faisait déjà un moment que les Français attendaient d'entendre parler de violence. Mais il y a aussi des choses à mettre un tout petit peu comment dire, à niveau. C'est-à-dire que là, ils s'inquiètent de la violence envers les élus. Les gens trouvent qu'il y a de la violence en règle générale contre eux-mêmes quand ils se baladent dans la rue. Pour les sociologues et les spécialistes de la criminalité, ceux qui s'intéressent à la violence dans un cadre scientifique, peu importe le bord où ils sont d'accord sur le fait suivant. Le niveau de violence en France est faible. Il est relativement faible, donc pour les spécialistes du domaine. Surtout quand on compare à la France dans le passé, Moyen-Âge, 18e, enfin tout ce qui existait avant les brigades criminelles, et le niveau de violence est faible comparé à plein d'autres pays dans le monde. Je citerai au cas où Venezuela, Somalie, voilà, des endroits où on n'a pas envie d'aller. Ou le Mali, puisqu'on en parle de temps en temps quand même en France. Donc pour ces gens-là, le niveau de violence est faible. Et je vous mets dans le chat et je mettrai dans les sources de la vidéo une petite vidéo qui parle de ça, où vous avez une discussion entre deux spécialistes qui est vraiment axée sur la violence. Le seul problème qu'on a au niveau de la violence en France, pour ces spécialistes, c'est qu'ils ne sont pas d'accord si la violence est en augmentation ou si la violence stagne, et que l'impression de violence que tout le monde a, c'est juste en fait un halo qui est fait par les médias qui diffusent beaucoup d'images violentes, ou si effectivement il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. Et de ce côté-là, les spécialistes, je les entends beaucoup parler de violence et du niveau bas de violence, mais je les entends pas beaucoup parler d'un angle mort qui s'appelle le refus des plaintes pour plein de raisons, pour violence, pour quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous allez porter plainte au commissariat et que un des agents vous dit non, mais en fait, je vais pas prendre votre plainte, le petit tips pour qu'il vous la prenne quand même, c'est de lui dire d'accord, je veux le numéro du procureur de permanence. Parce que dans ce cas-là, c'est contre vous que vous allez avoir une plainte pour non prise de vous. Donc, soit vous faites votre boulot, soit j'appelle le procureur de permanence, je lui explique la situation, et derrière, c'est vous qui qui vous prenez des sanctions en plus. Ça, c'est si jamais vous avez porté plainte, ils sont obligés de prendre votre plainte. Ils ne sont pas là pour juger si c'est recevable ou pas. Donc, les plaintes refusées, c'est un premier truc qui rentre pas en ligne de compte dans les discussions sur la violence. Les plaintes non posées, pour tous ceux qui habitent en ville, ils savent très bien de quoi je parlais. Dans les grandes agglomérations, vous savez que passer une certaine heure, passer un certain moment dans la journée, ça sert plus à rien d'appeler la police pour quoi que ce soit, parce que ils se déplacent plus. Donc, ou alors, il faut vraiment que vous disiez, il y a quelqu'un qui vient de se faire abattre. Mais si c'est des incivilités, comme peut nous en parler notre très cher président, ça passe à l'as. Mais il s'en inquiète que maintenant de la violence. Et il y a un... Mais si on est d'accord, si on venait à être d'accord avec lui sur le niveau de violence qui augmente et qui est intolérable, cette décivilisation dont il parle. Il y a un autre point qui rentre en ligne de compte. C'est la violence par mimétisme social. Parce que
nous avons depuis 6 ans, depuis qu'il est au pouvoir, il y a vraiment une explosion de violence de la part des policiers, des forces de l'ordre et de l'État même en général. Alors pour faire simple, c'est ça. Christian M. est poursuivi pour avoir fracturé à coups de matraque la main d'un des plaignants, 17 ans au moment des faits. Son second, Julien S., est surnommé l'électricien en raison de sa propension à taser sans raison. Voilà, donc les gens en fait sont confrontés à une violence sur laquelle ils ne peuvent pas agir. Cette violence qui s'est mise donc, contre les Gilets jaunes, lors du Covid, quand on a été tous confinés, maintenant sur les opposants à la réforme des retraites, il y a une violence qui est faite contre les gens, contre la population en général. Donc la population elle-même voit un niveau de violence s'élever contre elle en termes général et en termes institutionnels. Quand vous habituez quelqu'un à être dans un milieu violent, eh ben la personne est violente aussi. C'est le même problème pour les familles violentes, tout ça. Mais là, c'est en termes général de la société. Et, euh, et derrière, cette violence qui est institutionnelle, c'est celle qui, normalement, devrait permettre au peuple euh, de ne pas être violente. Oui, et les animaux de compagnie aussi prennent la violence de la part des êtres humains et répètent les schémas de violence d'une certaine manière. Mais donc, résultat, normalement, la population n'a pas à être violente parce que c'est les forces de l'ordre qui ont le monopole de la violence légitime et qui vont appliquer une violence, normalement dans le cadre de la loi, envers ceux qui dépassent l'autorité. Par contre, si vous êtes à essayer de défendre des droits et que vous prenez la violence, le peuple, il n'a plus d'endroit où pouvoir lutter contre la violence ni s'exprimer. Donc, ça va pas bien se passer. Le niveau de violence, il est aussi en augmentation à cause de ça. Il y a un autre point qui fait augmenter la violence, parce que là, on parle de violence, de casser des gueules, mais son discours, ça mélangeait les violences, donc vous prenez un pain dans la rue, que le mec y ait marqué police sur son front ou pas, et il amalgame en même temps ce qu'il appelle les incivilités. Euh, ça parle de la dégradation générale des rapports entre les personnes en France. Ça, c'est aussi à mettre sur sa tronche. Enfin, sur sa tronche, et puis tous nos dirigeants depuis un certain paquet de temps. Parce que quand vous avez Avant, on avait des gens, un général de Gaulle ou ce genre de personnes, qui avaient une stature, qui avaient présenté, qui étaient je vais pas dire des modèles de vertu, mais il y avait la stature de l'homme d'État, il y avait la stature d'une personnalité publique, et les gens se comportaient comme tels. Ça faisait, si vous voulez être pris au sérieux, il y a un certain niveau à avoir, et les gens, naturellement, allaient se dire que, pour être pris au sérieux, parfois, il fallait être un peu... fallait se contenir, fallait se maintenir, ou fallait pas se battre comme des chiffonniers. Ça limitait, enfin, c'était dans l'idée. Je dis pas que ça marchait très bien, mais on voit aujourd'hui ce qui se passe quand vous réduisez le modèle. Parce que c'est ça un peu ce qui s'est passé. Les politiciens, les responsables politiques, même les présentateurs, hein, je vais en citer un juste après, mais quand vous écoutez une Marlène Schiappa, quand vous lisez un Bruno Le Maire, à quel moment vous voyez autre chose que le niveau moyen? Quand vous avez Cyril Hanouna qui plonge dans la déchéance en continu et qui est présenté tous les jours, tous les jours quasiment à la télé, et le président lui-même, président de la République française, celui qui devrait avoir la stature la plus présidentiable, l'homme d'État par excellence, il fait des vidéos comme un influenceur. Il est sur TikTok, il invite
les deux autres abrutis là à l'Élysée, et la stature présidentielle. Et comment les gens font la différence, enfin, peuvent arriver et se dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dirige la France et eux, ben, il n'y a pas trop de. Ils voient pas la différence. Ça va être. Comment dire? Ça, je crois que j'ai repris l'idée plus loin, mais pour vous la résumer maintenant, c'est vous avez tous eu des supérieurs que vous trouviez nuls, que vous trouviez pas compétents, que vous trouviez placés là pour des mauvaises raisons. Ben, c'est un peu l'idée du symbole qui se passe avec nos gouvernants actuels. On a l'impression que c'est nos supérieurs incompétents qui sont à la tête de l'État. Et autant quand c'est une entreprise, vous pouvez changer de supérieur, ou vous pouvez, si c'est vraiment une très grosse boîte, vous pouvez même faire une mutation interne ou autre, et vous pouvez passer d'un incompétent à un autre, hein, selon certains. Mais vous avez l'impression que vous êtes, enfin, vous pouvez changer ça, dans une certaine mesure. Comment vous passez, enfin, comment vous changez d'incompétent s'il est à la tête de l'État? Bah, vous pouvez pas, ou alors vous changez de pays. Mais c'est pas forcément mieux ailleurs. Et les gens voient que ils sont gouvernés par des gens de plus en plus des clowns. Là où on voit des dirigeants qui sont pas des clowns, pour donner un contre-exemple, enfin un parallèle, là où on voit des gens qui sont pas des clowns, c'est des gens qui sont à la tête d'énormes sociétés, des PDG à la tête d'énormes sociétés, mais des vraies sociétés, hein, pas des bulles spéculatives comme Tesla. Vous prenez un Bernard Arnault, il est jamais en train de faire le clown. Un Bernard Arnault, LVMH, un des hommes les plus riches du monde, il a une image, donc il apparaît peu dans les médias. Enfin, il apparaît, mais pas, il n'est pas tous les jours sur les plateaux télé à faire sa pub. Il est toujours le plus sérieux possible. Il est toujours, enfin, même s'il peut sourire, mais c'est terrifiant quand il sourit. Mais il est pas, il a une image publique. Il a une stature et il fait en sorte de la garder, ce qui n'est pas le cas de nos dirigeants. Euh, c'est c'est là où, en France, on arrive sur, et puis c'est un peu généralisé, et c'est là où Macron comprend pas pourquoi il y a un truc qui va pas dans son pays, mais il est une des causes du problème, c'est que les gens, quand vous avez des symboles comme le président de la République, comme tout ça, qui sont dégradés à fond, les gens, en fait, ils n'ont pas envie d'être dirigés par ce qu'ils pensent, enfin, ce qu'inconsciemment, ils pensent être leur semblable, ou quelqu'un d'inférieur à eux. Donc, les gens n'ont plus de. Enfin, ça se passe mal avec lui. Et c'est même lui qui a participé le plus activement au fait que les députés sur lesquels il y a des violences, tout le monde, enfin tous les dirigeants sur lesquels il y a des violences, les responsables politiques sur lesquels il y a des violences, et où il dit c'est terrible, c'est horrible, ben oui, mais en fait il faut assumer la stature d'homme d'État et la stature de responsable politique pour pouvoir prétendre au respect qui s'y tient. Si vous avez quelqu'un qui balance en continu des mensonges sans même bien les enrober, et on va en avoir un plus tard, et donc des gens qui mentent en continu, on voit qu'ils mentent, et des gens qui sont même pas capables de connaître leur dossier, et ça aussi on en parle plus tard, et bien évidemment que les gens ils ont plus de respect envers les politiques. Ils ont plus de respect envers ces gens qu'ils considèrent comme étant nuls. Et très souvent à juste titre. Bon, le point était un tout petit peu sérieux, hein. Quand on parle de violence, c'est rarement la gaudriole. Sauf quand on parle des intervilles. Alors là, le petit moment marrant du coin, enfin de l'émission, les intervilles et les dernières actions. Interville Macron, Interville 2023, vous pouvez suivre les trucs. 100jours2sbeul.fr, vous regardez ils ont un peu mis à jour avec les dernières actions, mais on a des trucs constructifs. C'est beau. Là, vous pouvez oublier le saut à vomi, c'est très très bien. Donc on commence avec l'Assemblée Générale de Shell, donc grosse entreprise pétrolière. Il y a des militants qui sont venus en fait, pour entrer dans une Assemblée Générale.
Il suffit d'avoir une action et de dire bonjour, je viens assister à l'Assemblée Générale. Parce que je suis actionnaire. Ou un morceau d'action d'ailleurs, ça marche. Mais voilà, je suis actionnaire, donc je veux avoir le droit de. Et donc, résultat, vous avez plein de militants qui sont entrés, qui avaient préparé leur coup et qui ont chanté. Effectivement, quand le conseil d'administration a entendu Go to Hell, Shell, ils ont un peu claqué, là. Ils étaient pas rassurés. Mais quand même propre et pas de violence particulière, autre le fait de dire à quelqu'un va en enfer. Mais je trouve qu'on est quand même pas trop mal, ça va à peu près. Ensuite, Toulouse. Toulouse, grosse casserolade hier à Toulouse. Eh ben, casserolade sur un ministre, ça compte triple. Allez. Et je sais pas s'ils ont fait plus que les casserolades, mais ça fait au moins 3 points pour Toulouse. Manifestation, ça, visite perturbée, vous commencez à connaître les multiplicateurs. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont cumulé pas mal de points hier. C'est la Seine-Saint-Denis, c'est Aubervilliers, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, donc x3 pour le ministre et x5 pour la première ministre. Eh ben, ça fait un joli point. Hein. Franchement, multiplié par 8, c'est beau. Et puis, si vous ajoutez plus que la casserolade, ça multiplie encore plus de points. D'ailleurs, c'est un peu ce que devraient faire des villes comme Brest, qui n'ont eu le droit qu'à un secrétaire d'État. Donc le secrétaire d'État, c'est x1. Mais si vous empêchez la visite d'un secrétaire d'État, ça compte autant qu'une casserolade sur la première ministre. Donc faut réfléchir, et puis au plus vous permettez d'avoir des actions différentes, débauche sécuritaire, ça prend aussi des points. Action un peu, enfin si vous ramenez avec un carnaval, ça fait encore d'autres points. Voilà, il y a moyen de faire des petits combos, même si vous n'avez qu'un secrétaire d'État, vous pouvez marquer des points et il faut marquer des points. Hein. D'ailleurs, il faudra qu'on demande officiellement à son jour de Sbeul et aux intervilles ce que gagne la ville ou le département classé en premier. Ça pourrait encore motiver les gens. Je pense que la reconnaissance éternelle, la Légion d'honneur pour tous les. Ah non, il y a une limite au nombre de Légions d'honneur qu'on peut donner, mais voilà, la médaille du mérite. Hein. Moi, président, je mets la médaille du mérite à tous les habitants du département ayant le plus foutu la merde pendant ces 100 jours d'apaisement. Mais voilà. Donc c'est pour Brest. Et nous avons quelque chose qui n'était pas sûr des responsables politiques, qui était contre les Galeries Lafayette, contre les grandes entreprises, les grands distributeurs qui se font quand même pas mal de sous, de la thune. Et ils ont décidé d'aller envahir les Galeries Lafayette de Paris. Le petit souci, c'est que je ne sais pas si c'est le fait qu'ils étaient sous écoute ou qu'ils ont annoncé ça, dans tous les cas, ça a fuité de telle manière que la police les attendait et a fermé complètement le magasin pour éviter que ce soit envahi. Alors, il y avait des gens qui étaient rentrés, hein, mais il y a plein de gens qui sont restés à l'extérieur. Moi, j'ai un conseil. Parce que entre les différentes émissions, je réfléchis quand même à comment améliorer un peu ce genre de choses. Il y a une seule chose que le pouvoir ne peut pas prévoir, c'est le hasard. Vous prévoyez, donc responsable CGT, tous ceux qui font 100 jours de sbeul, n'importe quoi, vous prévoyez 5 plans différents et vous tirez un D6 pour savoir lequel vous allez mettre. Parce que même si ça fuite, la police est obligée de se mettre sur 5 points différents. Donc de diviser ses effectifs par autant. Derrière, parce qu'en fait, si vous prévoyez plan A, plan B, plan C et que ça fuite, ils seront au plan A, ils auront un truc pour aller au plan B directement, et le plan C encore. Si vous avez 5 points directement à tous protéger en même temps, je vous garantis, ils ne pourront pas suivre. Je vous parle le 5, mais c'est parce que je joue avec un D6. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, le D6, il a 6 faces, et moi je dis 5 plans. Bah oui, parce qu'en fait, si vous tirez sur 6,
C'est un peu le Joker. Vous pouvez utiliser soit la solution vous allez partout, soit la solution de encore changer de lieu ou quoi que ce soit. Vous bricolez un truc spécifique sur le 6. Et donc, résultat, ça permet de faire en sorte que même si vous êtes surveillé, même si vos fils Telegram sont infiltrés, même si tout ce qui se passe là, il y a du monde, et ben le pouvoir, il n'aura jamais la capacité d'anticiper un jet de dés. C'est aussi simple que ça. Et en plus, c'est drôle. Ça va les faire courir. Ah là là. Je vais pas faire la blague du rouquin, hein. C'est pas le genre de la maison, hein, vous me connaissez. Un petit truc aussi que j'ai vu au dernier moment avant de clôturer le fil de l'émission. Lyon. Lyon qui a décidé de bloquer le chantier de la Part-Dieu. Moi je dis c'est propre, c'est sympa. Et puis c'est pas comme si Part-Dieu c'était la plus grosse gare de Lyon à bloquer, je vous assure. Et puis sortie de métro, c'est un point névralgique à bloquer. Moi je dis c'est propre. Alors comme il n'y avait pas de ministre ou autre, ça va pas compter sur 100 jours de Sbeul. Par contre, ça compte sur Interville-Macron. Hein, je rappelle, il y a au moins deux décomptes différents. Interville-Macron qui est un peu plus ciblé et avec un nombre de points un peu plus... Le décompte est différent, mais il compte de manière plus précise. Et ça compte dans Interville-Macron, pas dans 100 jours de Sbeul. Mais dans tous les cas, vous n'oubliez pas d'aller suivre la carte d'attaque, parce que de toute manière, que ça compte pour 100 jours de Sbeul ou les intervilles Macron, ça compte. La carte attaque que je mets à chaque fois en description des vidéos sur YouTube, donc vous n'hésitez pas à partager la vidéo YouTube. Comme ça, ceux qui verront la vidéo après, eh ben, ils auront accès directement à la carte. Et puis pour la prochaine fois, je vous repasserai le lien ou quelqu'un le remettra dans le chat d'ici quelques minutes. Je fais attention ou je le mettrai moi-même. Mais voilà, hein, vous suivez la carte attaque et vous n'hésitez pas, même si c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, même si c'est juste un secrétaire d'État, et bah ça fait des points. Et au maximum, vous multipliez les actions, même contre une personne, au plus vous avez de points. Et ça, c'est beau. Ah là là, on va quitter un peu les intervilles du Sbeul et on va parler de notre rubrique de la mise à niveau. Mise à niveau des luttes et des moyens de lutte. Et là, on a, autant la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais lundi, on avait des deux côtés des améliorations. Là, on a juste le résultat de ce qui s'était passé avec la Quadrature du Net qui était allée au Conseil d'État pour lutter contre les drones, hein, les nouveaux jouets de Darmanin. Bon, alors on est en démocratie ou en dictature? Très bonne nouvelle pour la sécurité de nos concitoyens. Le juge des référés du Conseil d'État a validé mercredi le texte autorisant l'emploi de drones équipés de caméras par les forces de l'ordre. Ces drones ont déjà prouvé leur utilité pour prévenir des troubles à l'ordre public. Effectivement, Kouro, c'était mardi et pas lundi. Lundi, j'étais en train de me faire exploser les tympans, un ghost. Mais ceci ne nous regarde pas publiquement. Mais voilà, donc la Quadrature du Net a échoué. Pourtant, quand on lit l'article, c'était complètement hallucinant et lunaire ce qui était prévu, enfin la défense de l'État. Et bah c'est passé. Non, je vous assure, allez voir l'article, hein, description de la vidéo sur YouTube, tout ça, vous connaissez. Il est hallucinant, mais vraiment c'est la procureure, enfin il me semble que c'est le procureur qui arrive et qui dit oui mais en fait c'est une bonne chose parce que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, donc il y a des nouveaux moyens, il faut les utiliser. Ouais, c'est vrai. Demain, c'est-à-dire que techniquement, toutes les avancées sécuritaires, parce que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, on pourra les utiliser derrière. Hmm. Le bracelet électronique au pied de chaque Français, c'est aussi un moyen qui pourra être légitimé comme on n'est plus au Moyen-Âge. Ah non, mais ça, vous l'avez déjà. Ça s'appelle un téléphone. Ah, petit tacle mis à part.
on est mal barré. Et en plus, on est tellement mal barré que je vais répéter une de mes anciennes émissions, mais la... on ne peut pas compter sur les oppositions pour calmer le jeu. Parce que comme les oppositions, la NUPES et le Rassemblement national, sont en train de s'affronter entre elles très fort, elles essaient de se mettre de bâtons dans les roues, et potentiellement, ça va pas finir sur qu'un seul d'entre eux. J'avais parlé de la loi qui avait été présentée, enfin le projet de loi qui avait été présenté par un des députés LFI, qui prévoyait un fichage de tous les sympathisants d'extrême droite. Pas les militants, hein, les sympathisants. Juste parce que, genre, vous êtes allé dans un meeting, vous avez été pas loin d'un truc, vous connaissez quelqu'un dans le milieu, et ben, vous êtes considéré comme sympathisant, et en fait, vous êtes fiché. Ouais, 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 mais la proposition de loi, cette proposition de loi avait été retirée au moment où le RN avait mis un amendement pour dire ah bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on met un amendement pour que le fichage, il soit aussi sur les militants de gauche, enfin d'extrême gauche. Bon, évidemment, la NUPES a retiré ça tout de suite, hein. Elle a retiré tout de suite son texte, c'était mort, c'était fini, pas question de le présenter. Ils n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied. Néanmoins, quand vous avez donc l'extrême gauche qui est capable de faire ça, que la semaine d'après, vous avez une Marine Le Pen qui vous dit non, mais oui, il faut interdire les militants, les militants trop extrêmes. On se dit, il y a anguille sous roche. Je vous propose une petite idée. Le RN décide de proposer exactement le même texte que la NUPES, seulement à la place de faire de cibler l'extrême gauche, de cibler l'extrême droite, il cible l'extrême gauche. RN qui fait un jeu de miroir. Et la NUPES va pas s'amuser à faire bon ben on va mettre aussi les militants d'extrême droite, parce que Marine Le Pen a déjà dit qu'elle était prête à le faire. Elle n'a pas ciblé extrême gauche, extrême droite, elle a dit ouais tous les extrêmes. Vous avez ce projet. La NUPES qui dit non mais il faut le retirer. Et le gouvernement qui fait non mais c'est une bonne blague ça, on va le faire. Par le jeu de les extrêmes s'affrontent, et ben y a nos libertés qui sont sabrées mais vraiment là, pas à la champagne, hein, plutôt à l'ancienne. Par les guéguerres entre les oppositions, c'est nous qui allons prendre. Ça, faut quand même bien le garder à l'esprit. Ils jouent purement, enfin les oppositions qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale jouent purement et simplement les guignols utiles du gouvernement à s'entretuer. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas opposé à celui qui est en face de vous dans l'hémicycle, mais à celui qui a le pouvoir dans l'hémicycle. Ça, ils ont tendance à pas du tout l'appliquer en ce moment. Là là. Ah oui, et puis dans mon hypothèse, même si la NUPES n'inclut pas d'amendement pour faire ficher l'extrême droite et que ça réussit ou que ça ne passe pas, le syndrome de la reine de cœur, ouais, peut-être. Faudrait que je vois plus en détail. Mais donc, même quand vous avez, enfin si le projet de loi, même si la NUPES dit, ah ben en fait on met votre amendement et que les députés RN ils font, on retire pas le projet si vous votez contre l'amendement. Ça veut dire que ils peuvent enfin, ça peut être envisageable pour une raison toute simple. La première ministre avait bien déclaré que LFI était plus dangereuse. Ouais, LFI NUPES était plus dangereux que le RN. Ils sont capables de jouer à ça. À force d'avoir des idées de cons, on va finir par les recevoir dans la gueule. Parce que évidemment, faut pas se tromper. Même si ça passe pas en première, seconde lecture, si le fichage se fait, eh ben, il suffit de faire un amendement derrière. Ça s'appelle segmenter les lois. C'est ce que Darmanin veut faire pour ses lois sécuritaires. Il veut segmenter parce que c'est plus efficace comme ça.
Ensuite, on parle de Darmanin beaucoup, mais on va parler d'un autre ministre. Rubrique ministre. Alors que Darmanin a droit à de nouveaux joujoux, on va parler du ministre du renflement brun, Bruno Demande. Parce que Bruno, il a demandé aux grandes aux industriels, à la grande distribution de baisser les prix. Ah, il a demandé. Hein. La date limite, elle arrive bientôt. Hein, c'est. Jusqu'à fin mai. Voilà. Bon, Bruno demande, mais encore là, on arrive, on fait. C'est con qu'il demande, mais on voit la logique. Il pourrait faire une loi, il pourrait faire plein de choses, mais il demande un truc logique. Ce qui est plus intéressant avec lui, c'est quand il demande un truc débile. Je pense qu'il faut des signalements systématiques quand il y a une image générée par ChatGPT. Ça doit être souligné. Je réponds à vos commentaires juste après. Bruno demande. Ministre du renflement brun, on voit vraiment là toute sa haute capacité. Parce qu'il demande à ce que les images générées par ChatGPT soient signalées comme étant générées par ChatGPT. ChatGPT ne génère pas d'images. Merci Kuro. Enfin, vous pouvez en faire une. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment, enfin, vous pouvez demander un code source, machin, mais ChatGPT, c'est du texte. Vous pouvez écrire un article du journal avec. Il y en a plein qui le font d'ailleurs. ChatGPT, c'est une IA qui permet de... vous tapez une question et elle va essayer de répondre le plus logiquement possible. Il y a plein de failles, plein de conneries. Des fois, vous lui demandez une citation d'un auteur par rapport à une région, parce que vous avez la flemme de chercher vous-même. ChatGPT va inventer des citations parfois. C'est plein de failles. Mais en fait, ce que cette espèce on va être gentil sur les qualificatifs. Ce que monsieur le ministre du renflement brun voulait dire, c'est il faut que les images générées par des générateurs d'images artificielles, donc vous avez, pour citer des exemples, vous avez Midjourney, vous en avez plein d'autres. Maintenant, la suite Photoshop peut le faire, ils ont intégré ça, où vous avez juste à sélectionner une zone et à dire on ajoute ça. Ça peut se faire, Enfin, ce qu'il voulait dire en fait, c'est oui, il faut que les images générées par IA soient indiquées comme étant générées par IA. Et là, ce qu'il montre, c'est que il est... Comment dire? Il montre juste qu'il est incompétent, qu'il ne sait pas de quoi il parle. On lui a demandé de parler d'un sujet. Ses conseillers lui ont filé des trucs, mais il ne comprend même pas de quoi il parle. Alors, ça me dérange pas chez les personnes âgées. Ouais, signaler s'il y a des retouches, mais ça c'est obligatoire normalement, en tout cas dans la pub. Mais ça me dérange pas chez les personnes âgées, je vais pas dire mes propres parents parce qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal quand on voit le niveau de certains retraités ou de certaines personnes beaucoup plus âgées. Mais lui, c'est pas censé être une personne âgée, c'est censé être notre ministre qui, quand il parle d'un sujet, il doit le connaître. Il doit pas balancer des débilités comme ça. C'est vraiment effarant de voir le niveau. Il y a pas grand-chose où ils sont bons. Même quand... et pourtant, il y a des domaines sur lesquels ils devraient être bons. Mais même quand ils devraient être bons, ils ne le sont pas. Exemple à nouveau avec un autre... non, toujours avec le ministre du renflement brun. Il a créé une polémique parce qu'il avait dit oui, je vois que c'est difficile de nourrir des familles, des machins. J'ai 4 enfants, donc je vois les factures pour nourrir sa famille augmenter. Donc on lui a répondu ouais, mais en fait, t'as 10 490 € brut mensuels, t'es quand même super bien payé. Et il fait ah oui, non, mais en net,
ça ne fait que 7 450 euros. 7 450 euros net, ça reste toujours plus élevé que en fait 95% des revenus de la population française. Hein, on rappelle quand même des chiffres. Donc même quand, normalement, un politicien c'est fait pour t'enfumer, hein, un peu, en tout cas en France, hein, un pays où on est habitué à ça, le politicien c'est fait pour t'enfumer. Même ça, il est pas bon. Là, là. Et je regarde quand même les commentaires auxquels j'ai pas répondu tout à l'heure. C'est pas que jusqu'à fin mai, mais tout le temps. Bah en fait oui, mais là c'est la date limite. Il faut que fin mai, les prix aient baissé. Autant dire que ça va pas marcher. Et oui, la hausse des prix vient du prix du pétrole. Oui, mais ça c'est pas étonnant que ça fasse 3 fois ton salaire. Si t'imagines que s'il est au-dessus de 95% des gens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font. Enfin, il écrase énormément. Parce que au-dessus du. On rappelle qu'entre le salaire moyen et le salaire médian, il y a encore d'autres différences, mais le salaire médian, il n'est pas beaucoup plus élevé que le SMIC. Hein. Enfin, si, un peu, mais c'est pas la joie quand même. Euh, voilà. Et ensuite, il y avait la hausse des prix vient aussi du prix du pétrole. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois ici. Si vous voulez faire baisser le prix de plein de choses, théoriquement, il faudrait forcer les compagnies de pétrole, enfin de vente d'essence, à baisser les prix, hein, parce que comme vous pouvez voir très rapidement, quand vous prenez le prix du pétrole, il monte, il descend, il monte, il descend. Le prix de l'essence en France, ça va monter, puis ça va pas descendre beaucoup, puis ça va remonter très fort. Ça ne va faire quasiment que monter. Le prix de l'essence a fait x2 ou x3 en quelques années. Non, x2 en quelques. Non, ça a fait x2 depuis l'an 2000, grosso modo. Les salaires, ils n'ont pas fait x2 depuis l'an 2000. Et aujourd'hui, vous avez les vendeurs d'essence qui arrivent et qui vous disent non, mais en fait, on ne baisse pas le prix de l'essence parce qu'il faut qu'on reconstitue nos marges. Et donc, comme je l'avais expliqué, bah, ça redistribue à chaque fois que vous faites un déplacement. Donc, garder un prix haut, c'est augmenter tous les produits de manière directe et indirecte. Bon, assez parlé du ministre du renflement brun. Ou pas. Mais si, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui avec lui. Mais on va parler cette fois-ci de l'Assemblée nationale. Comme d'habitude, hein, je refais un petit truc pour rappeler à tout le monde. Le 8 juin, le groupe LIOT, donc indépendant, territoire indépendant outre-mer, va présenter une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Normalement, le gouvernement essaie de faire pression, on l'avait déjà vu, essaie de faire pression sur la présidente de l'Assemblée nationale pour l'obliger à utiliser l'article 40 qui dispose que une loi ne peut pas être présentée si elle dégrade si elle dégrade très fort les comptes publics. Et là, ils disent oui pour 18 milliards, connerie de la part d'Elisabeth Borne, hein, c'est pas 18 milliards, c'est entre 12 et 15 selon les estimations. Mais donc résultat, oui, pour 18 milliards, en fait, on ne peut pas arriver et demander l'abrogation de cette réforme, c'est complètement hallucinant. Et vous verrez tout à l'heure, je vous garde les déclarations vraiment vénères pour tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Et donc, sur les réseaux, c'était très difficile de savoir exactement où en était l'affaire. Parce qu'il y avait de tout. J'ai dû trier, j'ai dû aller chercher, j'ai dû fouiller pendant des heures. Il y avait des gens qui disaient oui, elle a accepté. Non, elle a totalement refusé. Elle a accepté avec un truc, etc. Et grosso modo, hop, le renflement brun, il se barre. Après avoir utilisé les articles 47.1, 49.3, 49.3 et 44.3, l'exécutif pourrait bientôt activer l'article 40, via la présidente de l'Assemblée, une manœuvre totalement inédite, pour empêcher les députés de voter l'abrogation de la réforme des retraites.
Coup de pression sur la présidente de l'Assemblée nationale. Elle n'avait pas vraiment le choix, sourit un cadre de la majorité, elle s'est retrouvée au pied du mur et si elle disait non, c'est comme si elle quittait la majorité. Si le scénario de l'article 40 venait à échouer, la majorité relative d'Emmanuel Macron se tiendrait prête à ralentir autant que nécessaire le rythme de la séance en multipliant les suspensions de séance, indique Mediapart. Voilà, on est quand même sur un certain niveau de trucs bien. Voilà, ils veulent vraiment pas que ça passe, hein, ils ont peur. Pourtant, il y a au moins 2 autres solutions pour que ça ne passe pas, mais ils sont en mode non, non, ça ne doit même pas être présenté en fait. Ce qui est très inquiétant, hein, ils sont en mode même le fait que ça puisse être présenté, ils n'ont pas envie. Et vous allez voir la déclaration, ils ont vraiment, vraiment un discours qui est inquiétant. Mais donc, résultat, selon différents articles qu'on peut trouver, il y aurait eu un accord qui aurait été trouvé entre la présidente euh, et, euh, et le gouvernement. Pourquoi ils ont été obligés de trouver un accord? Parce que, donc là, visiblement, elle va pas le bloquer. Hein, ça, c'est un peu l'idée. Elle va pas le bloquer directement. Elle va pas faire pression sur Éric Coquerel, donc la commission des finances pour activer l'article 40. Mais ils sont obligés de faire avec cette dame parce que La présidente de l'Assemblée nationale est inamovible. Il menace de la virer de la majorité. À sa place, je dirais chiche MDR. Je laisserai la démocratie exister et s'il me vire, je deviendrai le contre-pouvoir désespérément nécessaire face à Macron. et ça lui donnerait une place pour 2027. Ce qui, bon là, François Mal au Sénat, j'en ai parlé plusieurs fois, il travaillait à l'Assemblée nationale en assistant parlementaire, donc il connaît bien les arcanes du pouvoir et de l'Assemblée, comment ça pourrait tourner. Et effectivement, elle a une place, elle a un pion à jouer hein, si elle veut s'amuser. Pourquoi, là je vais devoir aussi parler d'un petit truc, et je vous ai fait un petit résumé, pourquoi le président de l'Assemblée, enfin le président de la République ne peut pas la virer. Pourquoi elle est impossible à faire quitter son poste et qui pourrait lui donner un poids extraordinaire. En fait, ça vient de la séparation des pouvoirs. Pour empêcher donc l'exécutif, le gouvernement, d'avoir un pouvoir trop important sur l'Assemblée nationale. C'est l'application de la pensée de Montesquieu dans l'esprit des lois. C'est une séparation des 3 pouvoirs principaux. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. L'exécutif, appliquer la loi. Le législatif, la voter. Et le judiciaire, s'occuper de ceux qui contreviennent à la loi. Et ensuite, ça repasse dans les mains de l'exécutif qui a normalement la direction des prisons. Et si vous êtes normalement, si vous êtes avec une concentration de ces 3 pouvoirs, vous êtes en dictature. Après, il y a d'autres moyens de faire une dictature sans avoir la concentration des pouvoirs. En France, la Constitution, elle est normalement pensée pour avoir cette séparation. Mais l'exécutif, incarné donc par notre très cher Manuel Embrouille, ah oui, Emmanuel Macron, désolé, déformation professionnelle, l'exécutif a une dose très importante de pouvoir. Parce que on voit surtout depuis l'élection de 2017, que le président, quand il a la majorité, il fait tout. Et le pouvoir législatif n'est qu'une chambre d'enregistrement. Alors que dans les 3e et 4e Républiques, c'était beaucoup plus. L'Assemblée nationale avait un pouvoir beaucoup plus important, si bien qu'il y a des gouvernements qui pouvaient tomber au bout de quelques mois, voire de quelques semaines. Et c'est pour ça qu'on a une présidente qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui est inamovible, qui pourrait se permettre de juste dire en fait, oui, je suis arrivé à cette place-là, maintenant je fais ce que je veux. Elle ne peut pas être démise, sauf dans le cas de. Dans 2 cas, en fait. Premier cas,
elle est appelée ailleurs ou poussée à la démission. Appelée ailleurs, c'est un peu ce qui s'était passé avec François de Rugy, qui était descendu, qui avait remplacé, comment il s'appelle? Euh, Nicolas Hulot au ministère de l'écologie. Donc là, on avait changé de président de l'Assemblée nationale. Je suis pas sûr qu'il pourra arriver et lui proposer un poste qu'elle accepterait ailleurs pour ensuite remplacer. Pousser à la démission, ça serait très très inquiétant. C'est-à-dire que si l'exécutif arrive et dit je peux moi-même changer le président de l'Assemblée nationale, ça le fait pas trop. Et la dernière solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, là, ils vont pas le faire, mais ce serait très 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 drôle quand même. Mais elle a, donc malgré toutes les pressions, tout ça, tout ce qui peut arriver, elle a dit non, je vais pas moi-même faire appliquer, enfin obliger Éric Coquerel, directeur de la commission des finances, à appliquer l'article 40. C'est hors de question, je trouve, c'est au-delà de mes limites de ce que je considère être la démocratie. Comme quoi, il y a encore des gens qui ont un peu d'honnêteté politique de temps en temps. Et on va mettre ça à son crédit. Non, je déconne. Pour une raison toute simple, parce que De la discussion aurait alors émergé une troisième hypothèse. Si Yael Braun-Pivet ne peut pas déjuger le président de la commission des finances au sujet d'une proposition de loi, elle peut le faire pour un amendement, ont avancé plusieurs participants. D'où le scénario retenu. Un amendement de suppression de l'article 1, celui qui prévoit l'âge légal de départ à 62 ans, sera voté par la commission des affaires sociales avec l'appui d'une partie des élus des Républicains. toujours les mêmes traîtres. L'opposition serait alors contrainte de réinsérer cet article en séance publique via un amendement qui serait alors jugé irrecevable par la présidente de l'Assemblée au titre de l'article 40 de la Constitution. Longtemps réticente à l'idée d'être celle qui empêcherait un vote aussi inattendu, l'intéressé aurait approuvé l'idée lors du petit déjeuner à Matignon. Non, c'était juste pour l'image qu'elle s'opposait à ça. Malgré tout ce qu'elle peut représenter, malgré tout ça. On va rester poli. Mais c'est là où il faut se rendre compte qu'un homme politique ou une femme politique, enfin un responsable politique, ça a quand même rarement une âme. Surtout quand il a LREM. Et vous êtes... Et là, je vous préviens pour la suite. Vous voyez votre coussin pour hurler et votre soie vomi, vous les mettez très proches de vous. Parce que nous allons entrer sur les déclarations de l'exécutif pour continuer à enfoncer la loi enfin, publiquement. On a Olivier Véran qui a décidé de taper dessus. Ce qui est problématique, c'est qu'un groupe parlementaire dépose une proposition parlementaire de loi qui n'est pas conforme à la Constitution. Expliquez-moi comment, en quelques heures, on peut défaire ce qui n'a pas été possible de construire selon eux en 40 jours, s'interroge le porte-parole du gouvernement Olivier Véran concernant la proposition de loi du groupe Patriote. Bah, justement, parce que ça n'a pas été possible en 40 jours, on l'enlève. Espèce de trou de balle. Non, j'ai dit que j'allais pas être violent, mais on voit que même pour mentir, ils sont mauvais. Non, mais sérieux, le truc n'a pas été fait correctement en 40 jours. Ça a été bloqué, ça a été modifié. Ouais, trou des culs. Ça a été un enfer pas possible. Et là, il nous fait ah ouais, non, mais c'est pas constitutionnel de supprimer un truc qui a été mal fait. Enfin, mal fait. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur à quel point c'était pas forcément mal fait, le résultat, je vous conseille d'aller regarder le dernier épisode de Plus bruyant avec Tabibian, où il est avec un spécialiste en droit constitutionnel, monsieur Pierre Gentillet. Vous aurez à peu près l'idée de ce n'est pas du tout fait par hasard. Ouais, je le mettrai en description de la vidéo aussi. Mais lui, normalement, j'ai pas besoin de lui faire de la pub. Et ça, c'est juste le niveau 1 de l'ignominie. Nous avons une championne, quelqu'un qui n'existait pas avant, mais qui a voilà, vraiment une grande inconnue du gouvernement, comme on en a plein. Mais
un niveau de déclaration qui est, en fait, que je trouverais, je sourirais bien, mais elle est très inquiétante. L'UIOD veut abroger la réforme des retraites. Cette proposition de loi est inacceptable politiquement, dénonce Charlotte Cobel. Elle impose 12 milliards de dépenses en plus dans notre pays. Oui, nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu. Nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu. Pas que ce soit pas voté, pas que ce soit... Non, que le débat lui-même n'existe pas. La démocratie, c'est quand même discuter, c'est quand même négocier, c'est quand même ce genre de choses. Non, là, nous sommes face à une... c'est une... comment ça s'appelle? C'est une secrétaire d'État à la famille qui vous dit, donc une membre de l'exécutif qui vous fait, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion. Non, ça n'existera pas. Nous n'en parlerons pas. Peu importe à quel point vous voulez et les gens veulent, non, nous n'en parlerons pas. Bienvenue en Macronie. Léviathan. Salut à toi. Ah, et première participation, et tu tombes sur l'arrêt de la démocratie. C'est parfait. Ah là 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 là. Un refus de démocratie. Mais depuis quand nous sommes encore en démocratie? Nous sommes juste avec quelqu'un du gouvernement qui nous dit bonjour, on discutera pas et on fera tout pour pas discuter. Ça va, ils sortent pas encore les armes. On peut être content. Ah là 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 là. Je pense que là, vous pouvez arrêter le truc pour hurler, enfin le coussin à hurler et le seau à vomi. On devrait être pas mal. Non, c'est toujours faux. Préparez-le quand même au cas où. Parce qu'on va entrer dans la dernière partie de notre émission que j'ai appris rubrique infos diverses et mensonges. La dernière information va vous ravir les papilles. Ah oui, aussi. Avant de passer aux infos diverses. Oui, quand tu sors de l'anonymat, les gens s'intéressent à qui tu es. La ministre Charlotte Cobel, qui ne veut surtout pas de débat sur les retraites et dont beaucoup découvrent l'existence, et celle qui ne se déclare aucun patrimoine au fisc, tout en étant l'épouse d'Alexandre Bompard, directeur général de Carrefour, qui gagne 12 000 € par jour. Voilà, ça aussi c'est intéressant, parce que quand vous avez des gens qui n'existent pas, sauf qui n'existent pas dans l'ombre du prince, on va pas chercher sur eux. Par contre, quand les gens vont chercher sur eux, ça donne des informations incroyables. Ouais, c'est étonnant tout ça. C'est très étonnant. Ah. Je vous avais dit, hein, rangez pas le seau à vomi et le coussin à hurler. Ça va être, c'est toujours nécessaire dans cette émission. On avait parlé du SNU la dernière fois, et en fait, l'État forçait un peu pour le mettre. Bah là, c'est l'armée de l'autre côté qui arrive et qui dit non, mais un service militaire, ce serait pas mal. On est aussi sur le volontariat. Les gens ne voient pas du tout la différence avec le SNU. Les gens ne voient pas du tout. Enfin, ça va faire doublon. Moi, je mise sur le fait que ça fusionne. Et que le côté volontaire, il déguerpisse un peu au bout d'un moment. Mais donc, on voit un peu un espèce d'alignement des planètes sur... bon, bah, les gens ne voulaient pas du SNU. On va essayer de faire... Est-ce que si c'est l'armée qui le propose directement, est-ce que ça passe? On verra dans les prochains mois, les prochaines années. Mais bon, bah, peu importe à quel point on essaie de jeter le SNU par la fenêtre, il revient par la porte, ou par l'autre fenêtre, ou par la chatière. Le volontariat va être enfoui sous une tonne de foin. Oui, 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 oui. De toute façon, le volontariat le volontariat dans la Macronie, c'est un peu comme les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient.
Ensuite, petite info tranquille sur les fraudes sociales, hein, dont le gouvernement a déjà parlé plusieurs fois. Et a dit oui, on va lutter contre les fraudes sociales. Alors moi je dis, si tu veux lutter contre les fraudes sociales, que tu veux faire que tous ceux qui touchent des aides en trop, etc., ils les touchent plus, ok, si tu fais en sorte que les milliers de gens qui devraient toucher des aides et qui ne le font pas, bah en fait tu ailles les chercher pour leur donner. Hein, ceux qui ont le minimum vieillesse, l'assurance chômage et le RSA. Donc vous voyez les chiffres, 34% du RSA pas demandé, 49, enfin quasiment 50% du minimum vieillesse pas demandé, et l'assurance chômage, un tiers pas demandé, enfin 30% pas demandé. C'est intéressant tout de même. Allons-y. Hein, tu veux lutter contre la fraude sociale, par contre, ok, tu payes ceux qui devraient avoir le droit. Pas de souci, on peut s'arranger comme ça, hein. On fait comme ça. Non, je déconne. Ils vont juste enlever tous ceux qui touchent en trop, et tous ceux qui devraient toucher. Bon, vous connaissez la bureaucratie et la difficulté pour arriver à toucher des aides. Hein. On parlera pas de la hache, on parlera pas de ce genre de choses, mais la difficulté pour toucher à quelque chose auquel tu as droit en France, c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'il y ait quasiment la moitié du minimum des gens qui pourraient toucher le minimum vieillesse qui ne le touchent pas. Parce que, effectivement, quand tu es âgé, tu n'as pas forcément la détermination pour affronter le monstre administratif qui est devenu la France, pour demander des aides, auxquelles pourtant tu as droit. Enfin. Avant-dernière information, on va parler de probablement, ça va probablement tous vous concerner, en tout cas tous les locataires qui ont affaire régulièrement à un propriétaire qui n'est pas de leur famille. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi macroniste qui autorise une nouvelle augmentation des loyers. Résultat, en l'espace d'un an, votre loyer pourra augmenter de 7,1%. Explication. La très mal nommée loi pouvoir d'achat votée en juillet 2022 a fixé l'évolution de l'indice de référence des loyers, IRL, à plus 3,5% jusqu'au premier trimestre 2023. La proposition de loi qui sera étudiée la semaine prochaine maintient l'évolution de l'IRL à plus 3,5% jusqu'au premier trimestre 2024. Et donc, petite précision mathématique, quand vous faites... Non, c'est pour ceux qui sont avec des propriétaires tout court. Et quand vous faites 3,5% et qu'ensuite derrière vous réautorisez 3,5%, bah en fait vous autorisez non pas sur 100% de votre loyer de 2022, mais sur 103%. Donc c'est pour ça qu'on tombe sur 7,1%. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. On va suivre, parce qu'il y a une autre information croustillante. Pardon. Étant donné que votre bailleur peut augmenter votre loyer une fois par an en suivant l'évolution de l'IRL, il va pouvoir enchaîner deux augmentations, une en 2022, une en 2023, de 3,5% chacune, donc 7,12%. Pour un loyer moyen en France de 733 €, cela fait une augmentation de plus de 500 € par mois. Donc plus de 600 € par an. À laquelle s'ajoute l'explosion des charges locatives et l'inflation en général. La cherté du logement est une bombe sociale, les macronistes vont la faire exploser. Nous attendons aussi le RN au tournant. Ils ont voté en faveur de la première augmentation de 3,5%, vont-ils récidiver main dans la main avec les macronistes? Et donc là, vous avez probablement l'explication de pourquoi vous avez la première ministre qui vous fait le RN est moins dangereux que LFI. Mais on va quand même bien voir si le premier parti ouvrier de France, qui est le RN, va faire quelque chose ou s'ils vont se laisser attraper la main dans le sac. Parce que je crois que c'est pas le moment pour eux d'arriver jusque-là. Et si vous êtes sympathisant RN, si vous êtes machin, n'oubliez pas d'aller dire à votre député, hein, ou d'aller dire au député RN,
puisqu'ils ont un mandat national, d'aller leur dire ouais, mais en fait, on vous a pas élu pour que vous nous flinguiez notre système de. Enfin, pour que nous flinguiez nos économies. On aimerait bien que vous arrêtiez de nous assassiner économiquement. Nous sommes des ouvriers, des machins, des. Il y a moyen que vous voyiez un peu à quel point ils vont vous rire au nez, et que vous compreniez que ce qui les intéresse quand même, c'est pas tellement les ouvriers, même si c'est leur base de vote, c'est quand même ceux qui les emploient. Et puis ceux qui ont des appartements, des machins à louer. C'est pas l'ouvrier de base qui intéresse le RN. Et puis on va passer pour la dernière petite information pour ce soir, la plus croustillante de toutes. Parce que je voulais pas le classer plus haut malgré qu'on ait déjà parlé de lui, mais il y a Macron qui s'est fait attraper dans un cas de mensonge caractérisé. Il s'est fait fact-checked. Avant de vous montrer l'extrait, quoique non, je vais vous le montrer. Macron. Interdire la ligne aérienne en cas d'alternative de moins de 2h30 en train, je m'y suis engagé. Nous sommes les premiers à le faire. Information. Seules 3 liaisons aériennes seront concernées. Paris-Orly-Bordeaux, Paris-Orly-Lyon, Paris-Orly-Nantes. Ces 3 liaisons avaient déjà été supprimées. Voilà. On va supprimer ça. Ça n'existe plus. Voilà. C'est la loi qui interdit les vols courts. Ne sert à rien. Bravo, des heures et des heures de débat là. On peut plus rien faire. Des heures de débat à l'Assemblée, des machins, des lois votées, passées, Sénat revient, tout ça. Loi climat et résilience. C'est bien, ça sert à rien. Et au moment où l'article de loi avait été présenté, puisque ça fait un moment quand même que ça traîne dans les tiroirs, au moment où ça avait été présenté, il y avait 5 lignes qui existaient en réalité, et pas 3, mais 2 qui étaient déjà en train d'être supprimées, et les 3 dernières qui, on disait oui, de toute façon, elles disparaissent, là, elles sont vouées à disparaître, elles vont s'arrêter. Voilà. Il y en a 2, elles étaient actées que c'était mort, et les 3 autres étaient plus qu'en sursis, elles étaient, on ne disait pas encore la date, mais elles allaient être supprimées. C'était déjà de l'enfumage à l'époque, le canard en avait déjà parlé, et maintenant, bon. Par contre, la loi, vous notez que ça compte les liaisons commerciales, tout ça. Macron sur Twitter, c'est des annonces de ChatGPT quand tu lui demandes une annonce politique qui est tenue à 100%. Mais on a déjà dit que les promesses en politique n'engagent que ceux qui les croient. Ça, c'est Chirac qui le disait. Les liaisons courtes, par contre, cette loi de liaison courte ne s'applique pas au vol privé. Donc les jets privés pourront continuer à voler pas longtemps. Et ça ne s'applique pas non plus au vol de la présidence de la République. Hein ? La dernière fois, il a fait je crois qu'il a fait Paris-Nantes. Ouais, il a fait un truc en 60... Non, pas Paris-Nantes. Il a fait un 60... Non, Paris-Le Touquet. Il a fait Paris-Le Touquet, 10 minutes de vol, 76 km. Alors que, effectivement, entre Paris et le Touquet en train, il y en a pour 50 minutes. En termes de diminution, enfin voilà. Et les gens qui disaient, oui, mais en fait, il faudrait sécuriser les ponts. Ouais, mais en fait, si les gens savent pas qu'il est dans le train ou autre, ou qu'il l'annonce à la dernière minute, t'as pas 10 000 personnes qui vont pouvoir dire c'est ce train-là précisément qui passe. Ou alors, si vous avez des gens capables de faire ça, c'est que vous êtes avec des terroristes d'un niveau très élevé. Mais voilà, dans tous les cas, l'interdiction ne s'appliquera que pour les gueux et absolument jamais aux puissants. Si vous avez un jet privé, vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes membre du gouvernement, vous n'êtes pas concerné. Et vous allez faire quoi ? Allez, comme d'habitude, si ce programme vous a plu, vous pensez à le partager sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook, Instagram. Invitez vos amis à rejoindre la faction.
Vous n'hésitez pas non plus à m'envoyer des nouvelles, comme vous avez déjà fait, et dont je pourrais parler soit la prochaine fois, soit la fois d'après, pour faire un sujet un peu plus gros. Je vous retrouve lundi pour un prochain live. D'ici là, prenez soin de vous et soyez factieux. Ciao.